Bonjour à tous, on se retrouve ici à Grones, à la Maison cantonale de la protection civile. On vient ici pour une conférence de presse qui nous donnera quelques informations suite aux événements intervenus ce matin et dans la nuit, notamment dû au Rhône, à la forte crue, aux eaux abondantes dans les vallées latérales. On va suivre cette conférence de presse. Gens engagés sur place, qui sont-ils et comment ça s'est mis en place, toute cette opération? Alors ce sont les organes feu bleu prioritairement, donc plus de 700 sapeurs-pompiers qui sont engagés dans une grande partie du canton, les astreints de la protection civile, les services techniques bien sûr de l'État, les services de danger naturel et surtout tous ces états-majors communaux et régionaux de conduite qui eux gèrent sur leur territoire communal la problématique de ces intempéries. Et puis se rajoute, je rappelle que la semaine dernière, le week-end, nous étions déjà en alerte, nous avions déjà des gens engagés sur le terrain, avec les pompiers qui étaient aussi engagés et des entreprises privées avec des grues pour sortir des troncs d'arbres, etc. Donc ça fait énormément de monde qui, sur l'espace de 2 week-ends, n'ont pas arrêté pour pouvoir remettre en conformité les différents endroits qui ont été fortement touchés. Il y a aussi eu l'aide de plusieurs cantons hors Valais. Comment ça s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a commencé à communiquer, mais surtout ce matin, nous avons eu Genève qui nous a offert son aide, puisqu'en fait, ils n'ont pas été touchés comme nous, on a été touchés. Nous avons eu dans la fin de matinée le canton de Vaud aussi qui nous a offert ses services. Nous avons regardé avec le canton de Neuchâtel, le canton de Berne et le canton de Fribourg. Et l'armée aussi est venue en aide ? Et bien sûr, comme toutes les forces du canton sont engagées, que les forces du canton sont fatiguées parce que ça fait depuis le week-end passé qu'ils sont sur le qui-vive, pour toutes ces raisons, on a demandé l'appui à l'armée. C'est surtout quoi, des hélicoptères qui sont venus en aide? Alors ce matin, bien sûr, un Super Puma de l'armée demandé par la police cantonale pour faire une visualisation de la situation qu'il y avait sur le terrain. Et puis on a fait une demande à l'armée, prioritairement pour le pompage sur la zone chipissière, parce que là on a 1,5 mètre, 2 mètres d'eau, et ça c'est vraiment prioritaire. Nous avons encore, bien sûr, les gens vont travailler de nuit aussi, donc il va falloir éclairer toutes ces places sinistrées. Et puis, une fois qu'on a pompé, et puis vous avez entendu aussi au niveau des différents accès, il y aura ces gravats à enlever. Donc on a fait 5 demandes différentes qu'on a priorisées au niveau de l'armée. Donc là, actuellement, Sierre est encore sous l'eau. Actuellement, la région de Sierre est encore sous l'eau, donc la partie vraiment qui se situe vers Chipiche-Géronde, mais sur partie Sierre, affirmatif.
nous parliez d'un cocktail explosif qui a mené à une situation délicate. Il est fait de quoi ce cocktail ? Oui, alors ce cocktail, il est constitué de 3 éléments. Le premier, c'est la neige en altitude. On a eu un hiver bien enneigé, avec vraiment des grosses couches de neige. Et surtout, au début du printemps, il y a eu beaucoup de précipitations en altitude. Et ensuite, une période relativement fraîche, avec très très peu de fonte de la neige, jusqu'à il y a 2-3 semaines en arrière. Et puis là, tout d'un coup, il a fait chaud. Donc on a les débits dans les cours d'eau qui sont montés. À cause de cette fonte de la neige, indépendamment des pluies. Et ça nous fait, je dirais, une couche de fond quand même importante dans les cours d'eau. Donc quand arrivent des événements météorologiques, on ne part pas de 0 ou de 10%, on est déjà à 1/3 de la capacité ou à la moitié de la capacité du cours d'eau. Le deuxième élément, c'est que depuis les événements de l'automne dernier, en novembre et décembre, il y a très peu eu de périodes sèches ou relativement chaudes qui permettent à l'humidité qui est dans les sols de s'évaporer. Donc les sols sont restés saturés et quand ils sont saturés, ils sont incapables d'absorber la pluie. Donc la pluie, elle ruisselle directement sur les terrains, elle va dans le cours d'eau et donc elle rajoute une nouvelle couche dans le cours d'eau. Et ensuite, on a une situation météorologique avec un front qui vient du sud, très chargé, très humide, très dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'il a une grande vitesse et qu'il se régénère derrière avec la chaleur qui vient du sol. Et quand vous additionnez les trois, vous arrivez à ce qui s'est passé ce matin. Vous nous parliez que hier soir, il y avait des prévisions qui étaient plus ou moins favorables et tout s'est soudainement accéléré. Oui, tout à fait. Tous les prévisionnistes et nous-mêmes, hier matin, on était relativement préoccupés. Et puis dans l'après-midi, on a eu des nouvelles simulations qui montraient que ce serait un petit peu moins grave que prévu sur le Rhône. Et donc on était assez serein hier soir. Et puis cette régénération des orages, elle s'est vraiment activée à partir de 10h le soir. Elle s'est en plus concentrée sur le Haut-Valais. Et ces deux éléments, ils n'étaient pas prévus. Ce qui fait que ce qui aurait dû se calmer vers 10-11h le soir, en fait, ça s'est arrêté qu'à 4h du matin. Et donc ça a amené beaucoup plus de précipitations sur ces territoires. Est-ce qu'on est résolu à être fataliste ou on peut prévoir ces événements ? Alors, on peut les prévoir avec une certaine incertitude. Et là, typiquement, on pensait que ça se terminerait à 22h, 23h, et puis les modèles ne sont pas parfaits et ça, c'était pas tout à fait juste. Et donc, il nous faut toujours garder une marge pour pouvoir encore réagir si ça ne va pas tout à fait comme ça a été anticipé. Aujourd'hui, les dégâts, ils sont dus surtout au Rhône et aux vallées latérales ? Non, ils sont un petit peu des deux. Quand on survole le Rhône, on voit toutes ces grandes étendues, ces lacs qu'il y a sur les prés et tout ça. Ça, c'est pas très grave, ça coûte pas beaucoup pour remettre en état. Par contre, là où il y a des bâtiments, évidemment, ça coûte un peu plus. Par contre, il n'y a pas de dommages, de destruction majeure. Il y aura peut-être quelques petites choses à gauche, à droite. Dans les vallées latérales, on a carrément des bouts de route qui sont arrachés, des conduites qui sont cassées, des réseaux d'eau potable endommagés. Il y a l'accès à la steppe d'Anivier qui est impossible pour plusieurs mois. Donc, je dirais, au point de vue des dégâts, les chiffres sont bien plus élevés. Et il faudra encore voir à Salzgrund, là où la lave torrentielle est carrément arrivée dans le village. Là, il y a certainement des bâtiments qui sont partiellement endommagés. Est-ce qu'on peut comparer cette situation à celle de 2000 ? Alors, à certains points de vue, oui. Du point de vue météorologique, je dirais pas trop, parce qu'on est dans une autre période de l'année. La durée, cette fois, c'est 12 heures à peu près de précipitation. En 2000, c'était plus de 48 heures. Donc une situation de départ bien différente, mais avec un résultat au niveau des débits du Rhône qui est assez semblable numériquement parlant, si je veux dire. Voilà, on est peut-être un petit peu au-dessus, en tout cas jusqu'au niveau du coude du Rhône, on est probablement un petit peu légèrement au-dessus de la crue 2000, et à l'aval peut-être un petit peu plus bas, mais on a encore regardé les chiffres en détail pour savoir si sont corrects. Et la situation actuelle, c'est une décrue qui s'opère lentement ? Oui, elle s'opère normalement, ça se passe bien pour le moment. On annonce aussi plus froid, donc ça va diminuer la fonte. Et puis on n'annonce pas de grosses pluies, peut-être quelques gouttes à gauche, à droite, mais pas beaucoup plus ces prochains jours. Donc c'est assez favorable, ce serait mieux du grand beau et sec, mais on le prend comme ça, c'est bien. Et pour finir, finalement, ces épisodes, ils se multiplient de plus en plus. À quoi c'est dû ? Oui, c'est vrai que là, ces 7 derniers mois,
C'était assez dingue. On a eu quelques années un petit peu plus calmes, là, 2021, 2022. Et puis là, on a vraiment une recrudescence, mais c'est surtout l'intensité des événements. Si vous pensez aussi à l'orage de Chamoisan en 2019, c'est des événements très, très brutaux, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'humidité. Et là, je crois qu'avec le changement climatique, l'intensité de ces événements, elle va clairement à la hausse, et la fréquence peut-être aussi. D'éléments impactés, clairement on est dans un week-end encore plus important en termes de dommages que le week-end passé où on a déjà eu, ne serait-ce que sur les infrastructures cantonales routières, entre 6 et 8 millions de dégâts. Donc de nouveau des dégâts importants. C'est quoi le point de l'autoroute aujourd'hui entre Sierre et Sion ? Alors le point de l'autoroute aujourd'hui, c'est une autoroute qui est envahie par des eaux, principalement les eaux de la bonne eau qui descend, qui apporte encore beaucoup de matériaux et de volume d'eau. Donc en fait il faut laisser gentiment s'en aller cette eau, la remettre ensuite en état, donc l'autoroute, et la remettre en service dès mardi matin au plus tôt, mais mardi dans la journée certainement. Et puis pour le train, tout pour ce qui est de la liaison avec le Simplon, avec le train ? Alors les infrastructures ferroviaires sont impactées, la partie du bas-Valais avec le pont CFF à Ried qui a dépassé les codes d'alarme, donc il y a une inspection qui doit être faite dessous pour voir s'il n'y a pas des dommages consécutifs à des troncs d'arbres qui auraient percuté une pile. Et puis ensuite une remise en état rapide, une remise en exploitation rapide. Et puis pour le Haut-Valais, il y a la partie à l'Oèche qui a été durant des travaux qui étaient planifiés impactée, donc le chantier a été inondé, il y a des engins de chantier qui sont sous l'eau, qui doivent bénéficier maintenant d'une remise en état, d'une petite inspection, et puis voir dans quelle mesure rapidement les CFF peuvent restaurer la ligne du Simplon déjà sur une voie pour pouvoir restaurer le trafic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un mode dégradé, c'est-à-dire qu'il y a des bus de remplacement qui sont mis en place, la route cantonale, elle, reste fonctionnelle, donc il y a toujours la possibilité de voyager pour le trafic voyageur, pour le trafic fret, il y a des aménagements qui doivent être pris. Combien de temps un peu pour tout remettre en état ? Alors une remise en état fonctionnelle, ça va aller assez vite, mais la remise en état de l'ensemble de l'infrastructure, ça prendra des mois. Et puis nos équipes, quand elles font ça, elles ne font pas autre chose. Donc ça sera sûrement au détriment d'autres chantiers, mais on doit prioriser maintenant sur la remise en état. Ça va, je te prends quoi ?
fortement touché, mais le Haut-Valais, c'est quasiment catastrophique, surtout dans le village de Sarsgrund, c'est juste? Exactement, donc on a vu beaucoup d'images puisque les images de tout à chacun sont plus faciles en plaine, mais ce qui s'est passé dans les vallées latérales est catastrophique. Et alors le village de Sarsgrund a été touché par une dureté incroyable, donc on a une partie du village qui a été dévastée et là-dessus c'est pour se rendre compte qu'aujourd'hui c'est tout un canton qui est touché et tout un canton qui doit être solidaire et là-dessus c'est pas forcément les images les plus impressionnantes qui ont fait peut-être le plus de dégâts, ça c'est encore trop tôt pour le dire. Vous y attendez certainement, mais dès qu'il y a des dégâts, on parle de cette 3e correction du Rhône. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Ce qui s'est passé ce week-end confirme que le Conseil d'État a pris la bonne décision, de se recentrer sur les questions sécuritaires de la 3e correction du Rhône. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir une approche plus globale de la problématique eau en Valais, puisqu'on voit que c'est aussi les cours d'eau latéraux qui sont un facteur du problème qu'on doit corriger et pas que se concentrer sur le Rhône qui est en plaine. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message à la population ? Alors le message, il est, en tout cas dans les prochaines heures, de rester chez soi, parce que lorsque l'on utilise les chemins d'accès, on les engorge. Et aujourd'hui, on a besoin que les ambulances, que la police, que les pompiers puissent y accéder pour la crise, mais aussi pour d'autres situations normales. On pense à quelqu'un qui pourrait faire un malaise, une femme qui doit accoucher. Si les feux bleus mettent plus de temps à accéder à des endroits, ça peut devenir dangereux. Donc même si ce n'est pas proche du Rhône, il ne faut pas utiliser les chemins d'accès pour les laisser aux véhicules prioritaires. On pourrait attendre un retour au calme pour milieu de semaine prochaine? Alors le retour au calme va arriver en début de semaine. Ça c'est quelque chose qui est assez clair au niveau des prédictions météo. Mais on ne sait pas ce que la deuxième partie de semaine nous réserve. Donc là-dessus, on va rester très vigilant. Alors on se retrouve aujourd'hui avec vous, Florent Bagnoux, journaliste au Nouvelliste, mais surtout habitant de Sierre. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un point sur les événements de la nuit et surtout comment s'est passé le réveil ce matin? Oui, alors les événements de la nuit, moi je les ai pas tellement suivis, mais c'est surtout au réveil en fait, évidemment, les premiers pushs, les notifications qui commencent à arriver de plus ou moins tous les médias, les alertes aussi, Météo Suisse, tout ça. Donc directement là, c'est vrai qu'on est directement mis dans l'ambiance si on veut. Et puis direct, comme j'étais de toute façon, c'était prévu que je travaille ce week-end, donc j'ai pris mes affaires et je suis parti directement sur le terrain à Sierre voir ce qu'on pouvait voir en fait. Donc première chose qu'on remarque, c'est vraiment ces routes coupées. On n'a pas l'habitude, moi j'habite vraiment à 3 minutes de Géronde, donc route coupée, pas moyen d'y accéder. Je suis allé à pied et puis c'est là en arrivant sur la colline de Géronde en fait que j'ai vu que il y avait une partie de la plage qui était sous l'eau, les infrastructures de week-end au bord de l'eau aussi qui étaient bien sous l'eau, notamment une sorte de chapiteau. Et puis après, un peu plus loin, le quartier de Sous-Géronde avec l'eau qui ruisselle de partout. Et puis vraiment, c'est des images qui font bizarre à voir parce que on passe là tous les jours en fait. Et puis de voir ces troncs d'arbres, ces gravats et tout ça, c'est vraiment particulier, ouais. Est-ce que vous avez pu prendre le pouls des citoyens de la ville? Oui, alors pas directement. Au début, en fait, je savais pas vraiment où ils étaient. Donc, en faisant un petit peu des coups de fil aux autorités, j'ai appris que les habitants du côté de Sierre, en fait, étaient dans un abri PC. Donc je me suis rendu directement là-bas au centre-ville et puis c'est là qu'on voit des gens, dont certains sont en peignoir, d'autres, il y avait des familles avec des nourrissons, certains avaient même pris leurs animaux dans des petites cages, donc voilà, ils avaient été évacués vraiment à peine quelques heures avant. Et donc c'est là qu'on essaye en fait de les rencontrer pour qu'ils nous racontent un petit peu comment ils ont vécu cette nuit terrible. Et comment alors se perd maintenant quelques heures après la circulation? Est-ce qu'elle est toujours bloquée près de Géronde? Alors la circulation près de Géronde, ça m'a l'air toujours bloqué effectivement. Je suis rentré de Groene après le point presse sur le coup des 4h, 4h30, donc il y avait encore beaucoup de bouchons entre Granges et Noès, surtout en fait parce que j'ai l'impression que c'est un peu le seul endroit qui reste entre ces deux villages pour accéder à Sierre, donc beaucoup de bouchons.
Après, au centre-ville, ça me semblait un petit peu plus fluide parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui partent sur le plateau, d'autres qui continuent. Donc là, ça m'avait l'air un petit peu mieux. Mais en tout cas, ouais, vers 4h30, c'était encore bien engorgé entre Granges et Noès. Ouais. On sait qu'il y a aussi des situations, des mesures d'urgence qui ont été prises, notamment avec l'eau. Mhm. Oui, alors d'après ce que j'ai vu, donc en consultant le site de la ville de Sierre, donc il y a l'eau qui est impropre à la consommation, je crois, donc du côté de Sierre et Noès. Donc voilà, donc les gens, je pense qu'il faut qu'ils se tiennent bien informés, donc recommander de faire bouillir l'eau. Et puis donc j'ai pu expérimenter par moi-même, donc il y a des distributions d'eau qui se faisaient tout l'après-midi. Je crois que ça dure jusqu'à 19h. C'était sur la place devant au Pont des Mines, quoi. Donc il y avait des gens avec des packs d'eau qui distribuaient comme ça en fonction du nombre de personnes par ménage. Donc ça a été assez vite mis en œuvre et je pense que c'est une bonne chose pour les citoyens, quoi. Et est-ce que vous avez d'autres informations sur la suite des événements? Ben, pour l'instant, on attend encore. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'autres informations. Il faudra suivre. Je pense demain, on va voir assez vite comment ça va évoluer. En rentrant tout à l'heure, j'ai aussi vu les premières personnes qui commencent à nettoyer un petit peu leur garage, sortir un petit peu ce qui peut être encore sauvé. Donc je pense que voilà, pour ces gens-là, le plus dur commence maintenant entre guillemets. Et puis évidemment qu'on suivra ça en parallèle avec tout ce qui va être entrepris au niveau des secours et des interventions, quoi. Eh ben, merci pour votre temps, Florent Bagnou, et on vous souhaite bien du courage pour la suite des événements. Merci à vous aussi.